Dans votre pays, principalement marqué par les incidents du match de football à Inzere-Corée, c'est bien ça si je me trompe pas, oui, c'est bien. De la prononciation, où un tournoi de football a été organisé en l'honneur du général Mamadi Doumbouya et qui a malheureusement dégénéré en bousculade meurtrière. Quelle est votre réaction face à ces événements? Bien, écoutez, je suis indigné. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées et à la nation endeuillée. Même 136 personnes avec 50 disparus, c'est un bilan vraiment trop triste pour la Guinée. C'est presque le bilan du 28 septembre 2009. Je suis triste parce que l'événement a eu lieu dans un contexte marqué par une volonté des autorités de promouvoir et de justifier la candidature de M. Doumbouya à la prochaine élection présidentielle. Comme vous le savez, la charte de la transition, notamment en son article 46, interdisait systématiquement au président de la transition de candidater à l'occasion des élections présidentielles. On en parlera tout à l'heure. Hein? On en parlera de ce projet de référendum-là, de ce projet constitutionnel de référendum qui sera soumis au référendum bientôt. Oui. On en parlera. Vous faites le rapport avec la charte de la transition. Qui, Alors, comment on fait? Alors, je dis, bon, j'étais indigné et puis je présente mes condoléances aux familles éplorées, à la nation endeuillée. J'aimerais qu'on revienne sur un chiffre que vous avez évoqué au niveau du bilan d'Aleni. Oui. Ce manque de transparence, il y a d'autres ONG qui évoquent un peu plus que 56 personnes décédées. Oui. Donc, est-ce que vous y voyez là un manque de transparence de la part du gouvernement? Oui, on soupçonne le gouvernement d'avoir voulu minimiser le bilan en raison de sa responsabilité dans l'organisation de l'événement. Les ONG locales estiment qu'il y a eu 135 morts et 50 disparus. Il y a la diaspora forestière qui parle de 300 morts. Il y a d'autres qui vont au-delà. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut déplorer, et surtout le contexte et le cadre dans lequel ces tristes événements ont eu lieu. On va regarder. Ça peut ternir un peu l'image du président. En plus, c'était un match de football à son honneur. Donc, est-ce qu'on peut y voir peut-être un reprochement en disant que ça va aboutir à du sang, clairement? À du sang. Est-ce que l'image du président était menacée par ces incidents qui étaient organisés en son honneur surtout? Il y avait la présence du ministre de l'Agriculture et du ministre des Sports au stade, d'après les informations qu'on a reçues. Non, je parlais déjà du contexte. Depuis quelques mois, il y a une vaste campagne de promotion de sa candidature. Et c'est dans ce cadre que beaucoup de cérémonies, beaucoup de concerts géants, beaucoup de tournois, de manifestations dans les rues et sur les places publiques pour soutenir et justifier justement cette candidature que nous déplorons ou condamnons d'ailleurs parce que ce n'était pas normal. Dès lors que la junte avait pris la décision d'interdire toute manifestation dans les rues et sur les places publiques, il n'y avait pas de raison de donner l'autorisation et de financer ces mobilisations grandioses pour justifier sa candidature, étant donné que les partis politiques n'ont pas le droit d'organiser des manifestations pour exprimer leur désaccord avec les politiques et les pratiques de la junte. On va écouter le témoignage d'une rescapée de ces événements. La police nous a complètement bouleversés hier. Parce que quand on tente pour nous de sortir maintenant, ils ont barré la route avec les véhicules. Là, on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant, nous on est restés en bas maintenant. Ceux qui sont venus en arrière-plan, c'est eux qui marchaient sur nous, qui marchaient sur nous. Moi, au moment où même je suis arrivé à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte. Parce que ça trouvait maintenant, j'avais piqué crise. Gage maintenant, c'était trop dépassé. Heureusement, c'était pas plus de peur que des mal, s'il faut le dire. Mais franchement, c'était compliqué. Franchement. Les autorités ont démissionné leurs responsabilités hier. Parce que vous allez savoir que les autorités, au moment pour eux d'encadrer les enfants, les mineurs qui étaient au stade, cela n'a pas été leur préoccupation. Leur préoccupation était que comment eux vont sortir au stade.
Et la sécurité qui devrait maintenant garder la population, la sécurité a fait face à les autorités, juste pour les sauver et ils n'ont qu'à sortir. Ils s'en foutent maintenant des citoyens. Et si on le sait tous qu'ils sont là pour la protection des personnes et leurs biens. Les autorités là, eux, ils peuvent se défendre d'une manière que la population ne peut pas se défendre de la sorte. Franchement, hier quand même, on n'a pas aimé. Voilà, c'était un témoignage récolté par le journaliste Fasseli Konaté. Monsieur le Premier ministre, clairement, pour vous, la faute incombe au gouvernement. Bien sûr. D'abord, l'organisation de ces manifestations pour promouvoir le parjure. Parce que la candidature de Doumbouya, si elle est confirmée, c'est un parjure. Et ensuite, de rassembler autant de monde pour montrer qu'il y a une adhésion populaire par la corruption. On ferme les écoles, on ferme les bureaux, on dit tout le monde au stade ou dans les rues pour montrer qu'il y a une adhésion populaire. Et ils ne prennent aucune disposition pour la sécurité. La dame a bien dit. La préoccupation des forces de défense et de sécurité qui étaient là, c'était la protection des ministres et des responsables à tous les niveaux qui étaient là. Et non la protection des citoyens qu'on a mobilisés parfois de la force et parfois par la corruption pour venir donner l'image d'une adhésion populaire totale au projet de candidature de Doumbouya. Très bien. Il y a aussi la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui fait aussi l'actualité en Guinée-Conakry, Dalini. Oui, avec la condamnation, donc, comme l'a dit Carlyle, avec Amadou Damaro Camara pour corruption de détournement public. Est-ce que vous pensez que la justice fait-elle son rôle au sein de la société ou c'est justement qu'une chasse aux sorcières ? Ben, écoutez, la justice est instrumentalisée, elle est complètement caporalisée, elle est utilisée aujourd'hui pour intimider et neutraliser des acteurs politiques qui sont susceptibles de gagner des élections ou d'organiser de participer aux élections. Ah, c'est évident. Je parle de Kasseri Fofana et de leur groupe. Depuis plus de bientôt 3 ans, ils sont en prison, sans être jugés, sans qu'on ait pu mettre en évidence une responsabilité, en tout cas la preuve d'une responsabilité ou d'une infraction qui pourrait justifier leur détention. Et même si celle-là a été établie, il fallait quand même les juger. Aujourd'hui, ce groupe-là, ils ont été arrêtés, détenus, n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence ni des droits de la défense. C'est vraiment dommage et que la junte qui avait pris des engagements forts pour faire du droit et de la justice la boussole de l'action publique, qui se sont complètement éloignés de ça et qu'ils utilisent aujourd'hui la justice pour effectivement neutraliser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc pour vous, elle n'a pas fait son travail là ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout est suspect parce que dans le quotidien de Guinée, on sent que la justice est aux ordres. Elle n'est pas indépendante en Guinée. Non, elle est loin d'être indépendante. Alors que c'est le premier engagement très fort qu'avait pris la junte de faire de la justice et du droit la boussole de l'action publique. Alors qu'au départ, les juges avaient expliqué qu'ils étaient caporalisés, si bien qu'ils n'étaient pas toujours responsables des décisions de justice. Mais aujourd'hui, encore, c'est pire qu'avant. Votre parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, est sous observation, hein, comme à l'instar d'autres partis politiques. On vous a accordé 3 mois pour remettre dans l'ordre certaines irrégularités. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Et je crois qu'on vous reproche même de ne pas avoir organisé le congrès à temps. Oui, alors écoutez, d'abord cet exercice avait été fait par le ministre précédent. Ils ont le souci de harceler aussi les partis politiques et surtout ceux qui ne sont pas d'accord, non seulement avec la durée de la transition, mais aussi les pratiques auxquelles ils se livrent, aussi bien en matière de liberté publique qu'en matière de droits humains. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais alors, notre parti est sous observation parce qu'on n'a pas organisé le congrès en 2019-2020. Il y avait Covid, on a fait une convention par Zoom. Le parti a eu le mandat de reporter le renouvellement des organismes dirigeants au prochain congrès. Parce qu'on était dans une crise. On avait lutté contre le 3e mandat. La plupart de nos responsables étaient en prison. Et puis, c'était encore Covid.
Mais on a organisé une conférence Zoom pour désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle du 18 octobre. Et cette réunion par Zoom a décidé par une résolution de reporter le renouvellement des organismes dirigeants au congrès de 2025. Et nous sommes dans ce cas. Dès début 2024, on a commencé à renouveler les sections. Et lorsque l'UFDG le fait, elle le fait dans les règles de l'art. On renouvelle le comité de base, les sections et les fédérations. À l'heure qu'il est, on a fini de renouveler pratiquement les fédérations à 90%. Et nous nous projetons d'organiser le congrès au mois de juillet pendant les vacances, puisque la moitié de nos fédérations sont à l'extérieur. Et ils demandent toujours qu'on fasse ça dans les vacances, durant les vacances d'été, pour leur permettre de venir au pays, de participer aux élections et de passer parfois des vacances. Donc, tous nos congrès ont été organisés pendant les vacances d'été. Et on projette d'organiser notre congrès en présentiel. C'est près de 600 personnes qui viennent et les gens de l'intérieur sont pris en général en charge par le parti parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se déplacer vers la capitale. Donc les 3 mois qui vous sont accordés pour vous régulariser, vous vous dites, bon, ça c'est pas notre problème. Non, non, on écrit, on a écrit, on est en train d'écrire, on a écrit au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Administration du Territoire, pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de griefs qui n'étaient pas fondés. Parce que la mission technique était venue à nos bureaux. On a discuté, point par point, et on s'était entendu sur tout. Et maintenant, ils publient des résultats où on nous reproche 5 griefs. Qu'on n'a pas de comptabilité, qu'on n'a pas de compte bancaire, on n'a jamais eu d'élu. Mais lorsqu'on dit que l'UFDG n'a jamais eu d'élu, je prends seulement ce cas. On n'a pas de compte bancaire, on a un compte bancaire qui fonctionne, on leur a donné les relevés bancaires. Toutes les contributions des militants sont versées d'abord dans les comptes bancaires et après on les sort suivant les procédures. Lorsqu'ils disent qu'on n'a pas de compte bancaire, les banques de la place sont là. On a donné les numéros de compte, on a donné les relevés bancaires. Dans les résultats publiés, on nous dit que l'UFDG n'a pas de banque. L'UFDG n'a jamais eu d'élu et tout le monde sait qu'on a participé à toutes les élections nationales, locales et législatives et on a eu des élus. En 2013, on a participé, on a eu 37 députés sur 114. Au niveau des élections locales de 2018, nous étions le deuxième parti. On avait 122 communes qu'on avait conquises et on avait beaucoup de conseillers communaux. Lorsqu'on dit qu'on a... Et donc, pour vous, c'est une manière de vous écarter de la course, c'est ça? Enfin, on a décidé de considérer que c'est des erreurs et de rappeler, écrire et rappeler qu'on a fourni les éléments de preuve. Pour le moment, c'est ça. Bien sûr, il y a une crise de confiance profonde entre nous et l'administration et le gouvernement. Mais pour le moment, nous, on a dit, bon, voilà ce que vous nous reprochez, voilà la réalité. Et lors des entretiens qu'on a eus avec l'équipe technique, on était d'accord, qu'on était en règle. Donc la lutte continue. Hein? La lutte continue. La lutte? Oui. Ah oui, bon, ça c'est autre chose. Nous sommes opposés face aux pratiques liberticides auxquelles se livre la junte. Et nous sommes opposés à sa volonté de rester avec ou sans élection aussi longtemps que possible au pouvoir. Elle a pris, la junte, je veux dire, elle a pris un engagement de rendre le pouvoir aux civils au plus tard le 31 décembre. 2024. Et ils ont dit, 31 décembre 2024, ils ont dit qu'il ne resterait pas un jour de plus. Cette échéance a été consignée dans un accord avec la CEDEAO, qui est dûment signé par les autorités, mais on savait qu'ils n'avaient pas la volonté de respecter. On n'a pas manqué de le dénoncer, de faire un mémo adressé à la CEDEAO pour dire que c'est un marché de dupes. Leur volonté, c'est de rester aussi longtemps que possible, et c'est impossible de réaliser toutes les actions qu'ils ont inscrites dans le chrono en 24 mois. C'est impossible. Et donc, M. le Premier ministre, le général Mamadi Doumbouya a l'intention de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Absolument. Mais voyez cette campagne avec la tragédie de Sérékouré que nous déplorons. Les tournois, Coupe Mamadi Doumbouya, tournoi de la refondation. Vous allez aujourd'hui à Conakry, les effigies de Doumbouya partout, dans les grandes villes. Quelqu'un qui vient pour organiser des élections et partir. Il n'a pas besoin de cette publicité. L'histoire le retiendra. Mais il est populaire quand même, non? Populaire. Ouais. Enfin, ils investissent beaucoup d'argent pour donner l'image d'un bâtisseur indispensable pour la survie de la nation et pour son développement. Ça, c'est le fruit de l'achat des consciences et de la mobilisation forcée
très souvent des citoyens. Lorsqu'il y a une cérémonie pour la promotion et le soutien de sa candidature, toutes les écoles sont fermées. Les élèves des petits-enfants sont obligés d'aller dans les manifestations. Et parfois, les militaires, on les met en civil, on les sort pour aller grossir les rangs des manifestations dans les rues sur les places publiques lorsqu'il s'agit de soutenir sa candidature. Alors que les partis politiques sont interdits de toute manifestation dans les rues et sur les places publiques. On va revenir sur l'avant-projet de constitution qui doit être soumis au référendum en principe avant la fin de la nuit aussi. Vous évoquez tout à l'heure la contradiction qu'il y a entre la charte de la transition qui interdit aux membres du CNRD de se présenter à une élection et le fameux projet de constitution autorise le général Doumbouya à être candidat. Pour vous, concrètement, est-ce qu'il y a eu une trahison de la part des autorités de la transition? Le général Doumbouya, puisqu'il est devenu général, il était colonel lorsqu'il prestait serment. Il n'est pas le seul, il y a d'autres aussi qui sont passés généraux il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Bon, écoutez, je parle de Mamadi Doumbouya, qui avait pris le pouvoir le 5 septembre. Il a dit et répété à tous les journalistes qui l'ont interrogé, à l'occasion de toutes ces prises de parole, que ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement, et moins encore les membres du CNT, ne seront candidats aux élections présidentielles, les élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel, ni dans les élections locales, ni dans les législatives, ni à la présidentielle. Il a juré dans la charte de la transition, il y a les articles 46, 55 et 65 qui stipulent clairement qu'aucun responsable de la transition ne doit se présenter. Il a juré devant la Cour suprême, devant le peuple de Guinée, en tant qu'officier, devant la communauté internationale, de respecter, de faire respecter cette charte de la transition qui comportait ces dispositions. Aujourd'hui, on a senti, lui il n'a rien dit, mais il a mobilisé tout son gouvernement, tous les membres du CND, les préfets, les gouverneurs, et beaucoup d'argent dépensé pour organiser des manifestations, pour montrer que c'est le peuple qui l'oblige. Vous savez comment on fait ça en Afrique. Alors ça, aujourd'hui, c'est dans ce cadre que le tournoi a été organisé à Zérékoré, qui a coûté la vie à plus de 135 personnes. Il y a 135 identifiés, il y a 50 disparus. Je considère que c'est la version la plus crédible. Il y en a qui disent que c'est 300, il y en a qui vont jusqu'à 500. La junte dit qu'il y a 56. Mais je pense que les ONG locales sont suffisamment crédibles pour que je retienne le chiffre avancé par les ONG locales. Et si demain il y a des élections, vous lui dites qu'il n'a pas le droit de se présenter. Si on ouvre le jeu et qu'il souhaite se représenter demain, vous lui dites qu'il n'a pas le droit. Oui. Alors, la junte a les armes. Elle a l'argent public. Nous qui sommes opposés, le peuple de Guinée, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armes. Mais nous avons la volonté ferme du peuple de Guinée de refuser que ses droits et libertés de choisir ses dirigeants soient confisqués par une junte, par les armes. Et je suis convaincu qu'on aura raison dans la résistance que nous allons opposer justement à cette volonté de confisquer le pouvoir par la junte qui s'en est emparée dans les conditions que vous connaissez. On va parler de la liberté de la presse, Daniel. Oui, en fait, ça peut être aussi mise par défaut. On sait que la couverture médiatique en Guinée est assez fragile. Donc récemment, on a eu l'enlèvement du journaliste indépendant Habib Maran Camara, qui a suscité une grande indignation auprès du peuple guinéen, mais pas que, aussi en Afrique pour les journalistes indépendants. Comment expliquez-vous un tel acte? Non, la junte a décidé de faire taire toute voix dissonante. Et hélas, très souvent par l'élimination physique. Je rappelle qu'il y a 6 personnes qui sont considérées comme victimes de disparition forcée et de mort dans des conditions suspectes. Il y a les 3, le général Sadiba Koulibaly, qui était le numéro 2 de la junte, qui a été arrêté, jugé, radié de l'armée et condamné à 5 ans de prison, mais détenu dans un endroit secret. Ses avocats ont revendiqué qu'il soit à la prison civile. Mais quelques mois après, on a rendu son corps à sa famille. Le colonel Célestin Villavogui, qui a été enlevé et qui était porté disparu. Un beau jour, on appelle son épouse, elle vient au camp militaire, au camp Samori, on l'a conduit
la pauvre à la morgue. On tire un tiroir, on dit est-ce que c'est votre mari? Il était mort. Le docteur Dioubati, qui est un médecin, un jeune médecin à Cancan, on l'accuse d'avoir brûlé l'effigie de Mamadi. On l'arrête, on le met en prison. Quelques semaines après, on appelle sa famille, on rend le corps. Fonike Mangé et Bill Loba, deux activistes de la société civile, notoirement connus, alors qu'ils projetaient d'organiser, justement, une manifestation pour protester contre la fermeture des radios-télé. On vient les enlever. Aujourd'hui, depuis le 9 juillet, aucune nouvelle. Et le gouvernement dit qu'il n'en est pour rien, qu'on ne sait pas s'ils sont disparus. Et il y a 3 jours, Marwan Kamara dont vous parlez, on vient, les véhicules, les pick-up de la gendarmerie lui barrent la route. On casse le pare-brise, on l'extrait par le pare-brise, on le frappe et personne ne sait où il est. Parce qu'il critiquait. Justement, la gente ne supporte pas d'être critiquée. Toutes les voix dissonantes se sont tues. Certaines ont été achetées, d'autres on leur a retiré la possibilité de s'exprimer. Voilà comment les libertés publiques, les droits humains ne sont pas respectés. La junte a décidé d'interdire les manifestations dans les rues et sur les places publiques, je vous l'ai dit. Même si pour la promotion de la candidature d'Oumbouya, tout le monde est libre, c'est financé, c'est encadré, c'est encouragé. Mais les partis politiques, tous les citoyens qui ont essayé d'exercer ce droit, inscrit dans la charte de la transition, on les a abattus. Il y a plus de 60 jeunes abattus dans la rue, dont la plupart avaient moins de 20 ans. Aucune enquête, aucune justice, aucune compassion des autorités. Et vous pensez que le peuple est en danger actuellement? Le peuple d'abord ils veulent priver le peuple du droit de choisir ses dirigeants et de les sanctionner dans les urnes. C'est ça un peu la démocratie. Ils ne veulent pas ça, ils veulent conserver le pouvoir, quitte à organiser une mascarade électorale en éliminant tous ceux qui sont susceptibles de gagner des élections par l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le Premier ministre, quand on regarde la situation politique aujourd'hui en Guinée, est-ce qu'on ne prend pas du recul et on se dit qu'il y a eu un échec collectif de la classe politique guinéenne ces dernières années? Je n'accepte pas ça. Il y a eu des régimes auxquels on peut reprocher beaucoup de choses. Il y a eu la junte qui est arrivée. On avait pensé que c'était un sursaut patriotique de notre armée qui a contribué à la décolonisation du continent, qui était de tous les fronts notre armée. En Guinée-Bissau, en Angola, il a soutenu la SWAPO, le Frélimo, l'ANC, partout. Notre pays, à l'indépendance, a soutenu la décolonisation du continent. Lorsque Mamadi est venu, compte tenu de la qualité du discours qui a été décliné à la prise du pouvoir, parce qu'il s'est engagé à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, et qu'il allait faire du droit et de la justice les boussoles de l'action publique. Moi, qui suis devant vous, j'ai applaudi. J'ai justifié, j'ai applaudi. Le coup d'État m'a posé comment tu peux défendre. J'ai dit non. Le régime qui était là avant était une dictature et qu'il exerçait un 3e mandat illégal et illégitime qu'il a acquis par la fraude et par un coup d'État constitutionnel, puisqu'il a changé la Constitution à quelques jours de la fin de son 2e et dernier mandat. Donc on avait pensé, compte tenu de la qualité du discours et des premiers actes posés, que vraiment c'est une junte qui allait vraiment restituer au peuple les droits et libertés essentiels, mettre fin à la délinquance électorale et à la caporalisation de la justice. Mais dans la pratique, elle a fait pire. Et le conflit qui existe entre nous, c'est ça justement, la trahison de sa parole, la trahison du serment et la violation flagrante et récurrente des libertés publiques et des droits humains. Vous avez tenté des démarches pour accompagner la transition, les nouvelles autorités? Vous avez tenté des démarches, des approches pour accompagner? Oui, bien sûr. Moi, j'étais parmi les premiers à reconnaître la junte et à demander à la population de les soutenir. Et je suis sorti à l'étranger, à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux Nations Unies, partout je suis passé pour demander de les accompagner.
que ce coup d'État doit être considéré comme un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel qui était rompu par le changement inopportun et illégal de la Constitution avant. Monsieur le Premier ministre, le jeu politique s'ouvre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une élection qui s'annonce? Est-ce que votre parti présenterait un candidat? Est-ce que vous serez candidat? Je serai candidat à la candidature au sein de mon parti. Je suis persuadé que je serai retenu comme le candidat dans le strict respect de nos propres textes. Je me bats depuis de longues années pour la démocratie, certes pour la conquête du pouvoir, mais je veux que les Guinéens puissent vraiment choisir librement leurs dirigeants et les sanctionner par les urnes. Et je me bats pour ça et je serai fier encore de représenter mon parti dans une élection présidentielle ouverte et crédible. Merci beaucoup, Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci beaucoup, Dalini. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Passez un bon week-end et à lundi.